Je me tenais dans un coin de la salle de réception, les guirlandes de Noël diffusant une musique douce en arrière-plan, quand je l'ai vue, ma femme, s'éclipser dans le bureau avec son patron. Par l'entrebâillement de la porte, j'ai aperçu leurs lèvres se rejoindre, leurs mains franchir les limites qu'elles n'auraient jamais dû dépasser. Ma gorge s'est asséchée, mes doigts se sont crispés sur la bouteille de bière jusqu'à ce que le verre craque. Hélène, ma femme depuis 10 ans. Grégoire Dubois, directeur de Dubois, un associé, son patron. Et moi, Jacques Moreau, 36 ans, artisan charpentier et rénovateur de maison à Lyon, père d'Émilie, notre fille de 8 ans, resté à la maison avec la babysitter. L'homme qui voyait son mariage s'effondrer sous ses yeux. Je n'ai pas ouvert la porte, je n'ai pas crié. Je suis resté là, figé, sachant que tout allait changer. Je m'appelle Jacques, et si vous avez déjà été trahi tout en gardant votre calme, restez avec moi. Je vais vous raconter comment j'ai tout repris, de mes propres mains. Sur le chemin du retour, je n'ai pas prononcé un mot. Les lumières de Noël qui ornaient le quartier clignotaient comme une moquerie. Le vent froid s'infiltrait par la vitre entr'ouverte, mais le vrai givre se trouvait dans ma poitrine. La maison était plongée dans le silence. Émilie dormait déjà. Je me suis assis dans le salon, sans téléphone, sans télévision, seulement l'obscurité et l'horloge dont le tic-tac résonnait comme des gouttes sur la pierre. 3 heures passèrent, puis j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Hélène est entrée et accroché son manteau. Elle fredonnait. « Jacques, pourquoi es-tu assis dans le noir? » Je l'ai regardé. Son rouge à lèvres était légèrement effacé, ses cheveux moins soignés qu'au départ. « Mal de tête, ai-je dit. La soirée s'est terminée plus tôt. » Non, elle battait encore son plein quand je suis parti. Je t'avais dit de ne pas m'attendre. Elle ne cherchait même plus à cacher. J'aurais pu la confronter sur le champ. À la place, je me suis levé. Je vais me coucher. Cette nuit-là, allongé à côté de la femme qui m'avait trahi, je n'ai pas dormi. J'ai commencé à planifier. À l'aube, j'étais déjà dans mon atelier, ce garage transformé en menuiserie, mon refuge depuis des années. L'odeur de sciure et de vernis m'apaisait d'ordinaire. Ce matin-là, elle m'a aiguisé. Le carnet de croquis était ouvert. Pas pour un client. Pas pour de l'argent, pour moi. Des lignes claires, des poutres solides, une fondation avant tout. Exactement ce qui me manquait désormais. Papa. Je levai la tête. Émilie se tenait dans l'embrasure de la porte, frottant ses yeux, ses cheveux en bataille. Elle ressemblait tant à sa mère que cela me faisait mal. « Bonjour, ma chérie, » ai-je dit en souriant doucement. « Tu es levée bientôt. »« Je t'ai entendu. Qu'est-ce que tu fabriques? » J'ai hésité, puis baissé les yeux sur mon crayon. « Juste quelques idées. »« Je peux t'aider ?» demanda-t-elle en attrapant déjà le petit tablier que je lui avais cousu le Noël dernier. « Toujours, » ai-je dit en laissant sur l'établi. Elle ne le savait pas encore, mais Mais elle ne m'aidait pas seulement à poncer une planche. Elle m'aidait à tout reconstruire. 1 heure passa. Émilie, concentrée, tirait la langue en ponçant un petit panneau. J'en avais presque oublié l'existence d'Hélène, jusqu'à ce que je reconnaisse le bruit de ses pas. Elle apparut dans l'encadrement, un mug de café à la main, vêtue de ce peignoir qu'elle portait chaque dimanche matin. Mais ce jour-là, il semblait déplacé, comme si elle n'appartenait plus à ce décor. « Vous voilà, » dit-elle avec un sourire forcé. « Le petit déjeuner est prêt. »« Encore 5 minutes, maman, » protesta Émilie. « J'aide, papa. » Hélène soupira. « Jacques, elle se met de la sueur partout sur son pyjama. »« Elle va bien, » répondis-je sans lever les yeux. « On partage un moment. On peut partager devant des crêpes. On déjeune chez mes parents à 11 heures, tu te souviens? J'avais oublié. Le brunch dominical avec son père, celui qui m'avait toujours considéré comme un moins que rien. Faire semblant que tout était normal. Pas aujourd'hui. « Vas-y sans moi, » ai-je dit. « Dis-leur que je termine un chantier urgent. » Les yeux d'Hélène se plissèrent. « Un dimanche? Quel chantier? »« Les Dupuis, » ai-je répondu sans ciller, en reprenant son propre mensonge. « Tu sais à quel point ce dossier est important. » Elle tressaillit à peine. « Mais je l'ai vu. Mais je n'ai rien dit. »« Très bien, » répondit Hélène en se tournant vers Émilie. « Viens, ma chérie, on va se préparer. »« Je dois vraiment? » gémit Émilie en faisant la moue. « Oui, » répondit Hélène plus sèchement qu'il ne fallait. « Elle m'aide, dis-je calmement. Qu'elle reste si elle en a envie. »« Jacques, on est en retard. » Ce fut la fin de la discussion. Hélène prit la main d'Émilie et quitta l'atelier. Pas un baiser, pas même un regard en arrière. Quand la porte se referma, je restai immobile, silencieux. L'air me sembla plus léger.
Je saisis alors mon téléphone. Le premier appel fut pour Bruno Cullen, un ami à la banque, un homme qui me devait quelques services. Bruno, dis-je, j'ai besoin de parler affaires, même un dimanche. Si sérieux que ça? Plus que sérieux. J'ouvre un nouveau compte, peut-être un prêt aussi. Tu veux enfin te lancer seul? Et Hélène est d'accord? Un silence, et cette voix, c'est pour moi. Elle a d'autres priorités. Il n'insista pas. Il savait quand ne pas poser de questions. Le lendemain matin, je retrouvais Thomas Renaud, une vieille connaissance dans l'immobilier. Nous étions devant une maison oubliée à la périphérie de Lyon. Véranda pourrie par les intempéries, toiture affaissée, fenêtres clouées. On aurait dit que l'espoir avait déserté depuis longtemps. « Tu es sûr de toi, Jacques ?» demanda Thomas en balayant la neige du garde-corps. « Cette baraque a besoin de tout. »« C'est exactement pour ça que je la veux, » répondis-je. Il me lança un regard intrigué. « Tu comptes la retaper et la revendre plus tard? »« Non, pas cette fois. » Je pénétrais dans l'ossature grinçante de ce qui avait été une maison. L'air sentait le plâtre humide et le silence. Mais les fondations, elles, tenaient encore. Les poutres épaisses, les moulures d'origine, tout dormait sous les années de négligence. Les gens ne voient que la pourriture, dis-je. Moi, je vois la structure, l'histoire. Thomas haussa les sourcils. La banque te la cédera presque pour rien. Personne n'en veut. Trop de problèmes. Tant mieux. Je ne veux personne d'autre dans les parages. À midi, les papiers étaient en marche. Ce soir-là, assis dans ma camionnette devant la maison, pour la première fois depuis des semaines, je me sentis ferme. Pas heureux, pas guéri, mais maître de moi. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Hélène l'apprenne. Le soir même, dans la cuisine. Émilie venait de se coucher. Hélène, un verre de vin à la main, me fit de face. « Tu as acheté une maison? » Je ne levai pas les yeux de mon café. « Oui, » elle s'approcha. « Une autre maison? Sans m'en parler, sans même me consulter? » Je posai ma tasse. « C'est un investissement. On peine déjà à payer celle-ci, Jacques. Je gérerai. Avec quel temps? Tu bosses déjà 60 heures par semaine. Je trouverai. » Sa voix monta. « Donc maintenant, tout tourne autour de toi. Ton projet, ton argent, ta vie secrète. » Je la fixai calmement. « Un peu comme ton projet du puits, non? » Elle se figea. Une fraction de seconde de trop. « Mais je le vis. »« Tu n'as pas le droit de retourner ça contre moi, » cracha-t-elle. « Moi, je bâtis une carrière, pendant que toi, tu enfonces encore des clous. » Ça piqua. Fort. Mais je ne le laissai pas paraître. « Si c'est ainsi que tu me vois, » murmurai-je, « alors peut-être que tu ne m'as jamais vraiment connu. » Cette nuit-là, après qu'Hélène eut claqué la porte de la chambre, je restais éveillé. Pas de télé, pas de lumière. Seulement le tiroir de mon bureau. À l'intérieur, les dossiers de chantier qu'elle ramenait de Dubois & Associés, sans se soucier que je les voie. Je feuilletais lentement. Et je trouvais des factures en double, même chantier, même matériaux, 2 montants différents. L'un pour le client, haut de gamme. L'autre pour le fournisseur, budget. Mon cœur ne s'emballa pas. Je pris simplement mon téléphone, photographiai, documentai, puis remis tout à sa place. Ensuite, un autre appel. « Maître Éric Dumas », répondit une voix grave. « Bureau du procureur de la République. Qui est à l'appareil? »« Jacques Moreau. »« Eh bien, 7 ans, non? Tu es dans de beaux draps? Pas moins, Éric, mais je crois que Grégoire Dubois devrait se préparer. » Un silence. « Je t'écoute. » Et j'ai commencé à parler. Éric resta silencieux quand j'eus terminé. Puis il dit « Tu n'es pas le premier à me parler de Dubois & Associés. » Je restai interdit. On a eu des rumeurs, des plaintes, mais jamais rien de solide. Grégoire est prudent. Il garde toujours les mains propres. Et il a des amis bien placés à la mairie. Je me renfonçais dans ma chaise. Donc, si quelqu'un avait de vraies preuves, photos, dossiers, noms, on pourrait enfin tout faire éclater? Hypothétiquement, répondit-il à voix basse. Bien sûr, dis-je. Alors, si tu es sérieux, surtout, n'approche pas les autorités locales. Tu viens directement à moi. Compris? J'hochai la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Compris. Et Jacques, ajouta-t-il, si Grégoire apprend que tu creuses, il ne jouera pas franc jeu. Protège-toi. Je raccrochai, restai là un long moment, le regard perdu dans le vide. Ce n'était plus seulement à propos d'Hélène, ni de trahison, ni d'orgueil. C'était quelque chose de pourri qu'il fallait brûler pour reconstruire plus solide à la place.
Je ne dormis pas cette nuit-là, fixant le plafond, ruminant ce que je savais déjà sans vouloir y croire. À l'aube, je commençais à passer des coupes de fil discrets à d'anciens collègues, des artisans, des sous-traitants, des hommes qui avaient travaillé pour Dubois et Associés. Certains étaient partis amers, d'autres avaient simplement disparu dans la nature. Mais chaque fois que je prononçais le nom de Grégoire, le silence tombait, lourd, comme si j'avais dit une obscénité. « Laisse tomber, Jacques », grommela l'un, « j'ai des cosses. »« Pas mon problème, dit un autre, mais quelques-uns, juste quelques-uns, attendaient ce moment. »« Tu as des dossiers ?» demandai-je. « Oui, répondit Nicolas, un entrepreneur en charpente. J'ai tout gardé. Assurance, au cas où. Il m'envoya des PDF le soir même. Des commandes de matériaux qui ne correspondaient pas au devis, des attestations de sécurité copiées-collées, des chantiers différents signés par la même main. Alain Rive. Ce n'était pas de la simple mauvaise gestion. C'était de la fraude. Systématique, silencieuse, et personne n'avait rien dit. Jusqu'à maintenant. Je commençais à construire deux choses à la fois, une maison et un dossier. Et je n'avais pas l'intention de laisser ni l'un ni l'autre s'écrouler. Les jours se transformaient en nuit. Je travaillais mes chantiers habituels le jour. Cuisine, terrasse, réparation. Puis je filais aussitôt vers la vieille bâtisse. Elle tombait en ruine. Murs écaillés, sol fendu, infiltrations qui collènent les semelles. La plupart n'y auraient jamais touché. Moi, j'y trouvais ma paix. Un but. Tandis que j'arrachais les cloisons pourries, je repassais chaque détail. Quel permis Hélène avait ramené? Quelle facture ne correspondait pas? Qui avait signé quoi? Combien de fois on avait coupé des coins? Je tenais un carnet dans ma ceinture à outils, j'y notais des noms, des dates, des schémas. Je photographiais, je classais, méthodique, précis. Pas de colère, juste de la rigueur. Grégoire Dubois était bruyant en public. Gala, caritatif, presse locale. Mais dans l'ombre, il saignait les gens à blanc. Et Hélène, elle n'était pas seulement sa maîtresse. Elle était dans la paperasse. Peut-être qu'elle n'avait pas initié l'arnaque, mais elle savait. Et elle restait. La vérité brûlait, mais elle dégageait aussi le chemin. Un clou après l'autre, une page après l'autre. Je rebâtissais quelque chose qui survivrait à tous leurs mensonges. Nous ne nous parlions presque plus. Les repas se faisaient dans le silence. Quand il y avait des mots, c'était uniquement pour l'essentiel. Les courses, les factures, l'école d'Émilie. Puis, un jeudi soir, alors qu'elle fermait une petite valise, Hélène déclara « Il y a un séminaire de 3 jours à Marseille. Grégoire dit que c'est crucial pour le projet du puits. » Ne m'a pas regardé en prononçant son nom. Pas même un frisson. Je n'ai rien demandé. Ni qui partait avec elle, ni dans quel hôtel elle dormirait. J'ai seulement dit « Je n'en doute pas ». Sa main s'arrêta sur la fermeture éclair. « Qu'est-ce que ça veut dire? »« Exactement ce que j'ai dit, » répondis-je en continuant à écrire dans mon carnet. « Transmets mes salutations à ton patron. » Elle ferma la valise d'un geste sec. « Je ne sais pas ce qui t'arrive ces derniers temps, mais ça ne me plaît pas. »« C'est drôle, » répondis-je sans lever les yeux. « Moi non plus, je n'aime pas ce que tu es devenu. »« Moi aussi, pensais-je de toi. » Elle partit 10 minutes plus tard. Ce soir-là, Émilie et moi avons mangé une pizza surgelée. Elle me demanda si nous pouvions camper à nouveau dans la vieille maison le week-end prochain. J'ai dit oui. Et lorsqu'elle s'endormit, je fis un autre appel. Cette fois, au contrôleur dont la signature apparaissait sur tous les permis frauduleux, Dominique Vautier. J'avais retrouvé son numéro grâce à un plaquiste que j'avais aidé des années auparavant. Je l'appelais tard, un peu après 21 heures. Il décrocha à la 2e sonnerie. « Ici Vautier ?»« Monsieur Vautier, dis-je, je m'appelle Jacques Moreau, je suis artisan à Lyon. » Un long silence. « Je ne pense pas vous connaître. » Pas étonnant, mais moi je connais votre nom. Il figure sur tous les permis liés à Dubois et Associés, même ceux où les matériaux ne correspondent pas aux commandes. Silence, puis une voix plus dure. « Je ne sais pas ce que vous insinuez. Je n'insinue rien. J'énonce des faits. Et j'ai des copies, plusieurs copies. » Sa voix baissa d'un ton. « C'est un chantage? Non, je ne veux pas votre argent. Je veux la vérité. » Je raccroche. « Avant que vous ne le fassiez, sachez ceci. Si jamais il m'arrive quelque chose, les dossiers partent directement au procureur de la République. Pas au bureau local, pas à vos amis. À l'État. » Nouveau silence, plus long cette fois. « Rendez-vous, dit-il enfin. Brasserie des artisans, demain matin, 7 heures.
seul. C'était prévu. La brasserie était calme à cette heure. Machine à café ronronnant, une serveuse qui remplissait les sucriers. Dominique était déjà là, voûté dans une banquette du fond, une tasse ébréchée entre les mains. Il paraissait plus vieux que je ne l'imaginais. La cinquantaine fatiguée, des yeux cernés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Pas l'air d'un escroc, plutôt celui d'un homme qui se noyait. Je m'assis en face, sans rien dire. « Ça fait trop longtemps, » murmura-t-il. « 15 ans que je ferme les yeux. » Ça a commencé par de petites choses, des délais serrés, des passe-droits de mineurs. Mais avec Dubois, c'est allé trop loin, trop vite. Je ne dis rien. Je le laissais parler. Il évoqua les permis falsifiés, les rapports de sécurité qui n'avaient jamais eu lieu, les matériaux haut de gamme remplacés par du bas de gamme, à chaque chantier. Puis il leva enfin les yeux vers moi. « Et ta femme, Hélène, c'est elle qui gère la paperasse, non? » Je hocha la tête. « Alors elle sait. Peut-être pas tout, mais assez. Grégoire ne garde jamais près de lui des gens qui refusent de jouer le jeu. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Pas dit par un ennemi, mais par un homme las. « J'ai des noms, » dit-il en glissant une clé USB sur la table. « Des dates, des projets, plus qu'assez. Tu es prête à témoigner? » Il secoua la tête aussitôt. « Pas encore, mais si tout s'effondre, je veux être du bon côté des flammes. » Je rentrai avec la clé USB dans la poche de mon manteau. Pas de radio, pas d'arrêt pour un café. Les rues étaient calmes, encore humides de la pluie de la veille. Mais ma tête bourdonnait. Dominique m'avait donné bien plus que prévu. Scan de rapports falsifiés, chaîne de mails, signatures officielles, pas seulement celle de Grégoire, pas seulement celle d'Hélène, d'autres noms encore. Des inspecteurs, des sous-traitants, même des employés municipaux. Je restais presque 1 heure dans mon camion, devant la vieille bâtisse. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes doigts en tremblaient. Ce n'était plus une histoire de mariage brisé, ni même de vengeance. C'était de la corruption, réelle, étalée. Et j'étais assis sur une poudrière. Le choix raisonnable aurait été de tout transmettre à l'État et de m'en laver les mains. Mais je ne pouvais pas. Je n'avais pas encore bâti quoi que ce soit de solide. Pas assez pour me tenir debout. Pas assez pour emmener Émilie avec moi quand tout s'écroulerait. Alors je suis entré, j'ai allumé mon ordinateur et sauvegardé chaque fichier 3 fois. Si Grégoire devait tomber, je voulais m'assurer qu'il emporte tout son système pourri avec lui. Les semaines suivantes, je ne rentrais presque plus. Je me présentais à mes chantiers de jour, souriant quand il le fallait, silencieux quand il le fallait. Puis, je fonçais directement dans ma maison. Pas de musique, pas de radio, juste le bruit des clous mordant le bois et la sueur qui retombait sur le sol. J'arrachais de vieilles canalisations à main nue. Je remplaçais les planchères pourries, planche après planche. Je posais du placoplâtre à la lueur d'une lampe de poche quand le courant sautait. Certaines nuits, je dormais sur un lit de camp dans la pièce du fond, ma veste roulée en guise d'oreiller. La douleur dans mes bras était plus douce que celle dans ma poitrine. Chaque coup de marteau, chaque entaille de lame donnait forme à quelque chose. Contrôle, direction. La preuve que je pouvais encore construire quelque chose d'honnête, de mes propres mains. Hélène avait cessé de me demander où j'allais. Je crois qu'elle appréciait de ne plus avoir à me mentir. Émilie passa 1 ou 2 fois, rouleur miniature en main. Elle peignait un coin du salon, me dit que ça ressemblait à un château où personne n'habitait encore. Elle n'avait pas tort, mais chaque jour, ça ressemblait un peu plus à une maison et un peu moins à une ruine. La rumeur commença à circuler. Pas sur l'affaire, pas encore, mais sur la maison, sur la façon dont je travaillais. Pas de raccourcis, pas de rafistolage bon marché. Chaque planche ajustée à la main, chaque moulure restaurée, jamais remplacée. Un samedi, Nicolas Weber, un ancien camarade de l'école des métiers, arriva avec sa camionnette. « J'ai un peu de temps », dit-il en saisissant sa caisse à outils. « Besoin d'aide pour la plomberie? »« Je ne pourrais pas te payer grand-chose, » répondis-je. « Pas besoin. Tu me construiras enfin les placards sur mesure que tu avais promis à ma femme il y a 4 ans. » On se serra la main. Inutile d'en dire plus. Quelques jours plus tard, Liliane m'apporta des carreaux restants d'un autre chantier. Je me suis dit que ça pourrait te servir. Cela me donna une excuse pour échapper au placo pendant une journée. Ils ne demandèrent jamais pourquoi je faisais tout ça. Ils ne parlèrent ni d'Hélène, ni de Grégoire, ni de ce que je savais. Mais ils restèrent tard, partagèrent des bières sur le perron, racontèrent des blagues,
emplissant les silences. Le genre d'homme qui savent que parfois, la douleur ne se répare pas avec des mots, mais en bâtissant quelque chose qui ne s'écroulera pas. Il était tard, presque minuit. Lilian et moi étions assis sur des seaux de peinture retournés, buvant une bière bon marché dans la cuisine à moitié finie. La poussière de plâtre flottait encore dans l'air comme de la fumée. Le silence s'étirait, facile, naturel. Puis il demanda « Tu tiens le coup, vraiment ?» Je ne répondis pas tout de suite. Je regardais mes mains, couvertes de cloques, abîmées, cailleuses comme elles ne l'avaient pas été depuis des années. Puis je lui racontais tout. La fête de Noël, les mensonges, les dossiers, la fraude, Grégoire Dubois, Hélène, tout. Lilian n'interrompit pas, ne broncha pas. Quand j'eus fini, il souffla longuement. « Quel salaud, dit-il doucement. Tu veux que je t'aide à lui casser la gueule? » Je ris. Mon premier vrai rire depuis des semaines. « Non, j'ai mieux. » Il arqua un sourcil. « Ah oui? Quoi donc? » « Vivre mieux et peut-être un peu de justice en prime. » Il hocha lentement la tête. « Tu es prêt à assumer ce qui va suivre? » Je le regardais droit dans les yeux. J'y suis déjà. Après cette nuit-là, je ne perdis plus de temps. Je commençais à contacter les autres, discrètement, prudemment, des sous-traitants, des chefs de chantier, des inspecteurs, des hommes qu'on avait écartés, sous-payés ou simplement fatigués de détourner les yeux. Certains hésitaient, ils avaient été menacés, muselés, mais une fois qu'ils comprirent que je ne bluffais pas, que je ne cherchais pas la bagarre mais seulement la vérité, ils se mirent à parler et à livrer des preuves, vieux courriels, photos, notes de chantier, factures gonflées, autorisations signées pour des contrôles qui n'avaient jamais eu lieu. Encore et toujours, un seul nom revenait, Grégoire Dubois. Il ne salissait jamais ses mains. Il utilisait les autres, se cachait derrière des papiers. Mais le schéma était clair. Je cataloguais tout, recoupais les chantiers, surlignais les signatures récurrentes, bâtissais un dossier si limpide qu'un jeune substitut aurait pu suivre la piste. Chaque soir, j'ajoutais une pièce de plus. Chaque clou planté dans la charpente de la vieille demeure sonnait comme un clou de plus dans le cercueil de Grégoire. Je n'étais plus seulement en train de bâtir une maison, je bâtissais un jugement. En mars, la bâtisse avait déjà l'allure d'une vraie maison. Cloisons neuves, câblage refait. Le plancher, autrefois gondolé, redevenu lisse. Le plancher, autrefois gondolé, était désormais lisse sous les pieds nus. Même la véranda de devant, qui s'affaissait, se tenait à nouveau droite et fière. Les voisins ralentissaient leur voiture pour jeter un œil. Des inconnus frappaient à la porte, curieux de savoir ce que j'allais en faire. Mais dans la maison où je vivais encore avec Hélène, le silence avait pris le dessus. Nous dînions dans des pièces séparées. Elle rentrait de plus en plus tard, cessant de feindre la fatigue. Ses excuses devenaient plus polies, son maquillage aussi. Un jeudi soir, elle prépara une valise. Séminaire de 3 jours à Marseille. Grégoire dit que c'est crucial. Je ne répondis pas. Elle me fixa, comme si mon silence me rendait coupable, comme si j'étais censé me battre. Au lieu de cela, je dis simplement « Transmette-lui mes salutations ». Sa main s'arrêta sur la fermeture éclair. « Je ne sais pas ce qui t'arrive ces derniers temps. »« Probablement la même chose qui t'est arrivée à toi », répondis-je sans lever les yeux. Elle partit sans un mot de plus. Je restai à la fenêtre, suivant ses feux arrière jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Puis je me tournai vers les dossiers sur mon bureau. La maison, elle, guérissait. Et la pourriture, je la coupais morceau par morceau, une signature après l'autre. Un nom revenait sans cesse. Dominique Vautier. Approbation de permis, rapport d'inspection, validation de matériaux. Sa signature figurait sur chaque raccourci pris par Dubois. Il n'était pas seulement dans le système. Il était le système. Alors je l'ai rappelé. Cette fois, pas de politesse. « Dominique, il faut qu'on se voie. » Il soupira. « Je t'ai déjà donné la clé USB. Des miettes. J'ai besoin de la carte entière. » Un silence, puis enfin, « J'ai un petit-fils, dit-il. Lui et sa femme viennent d'acheter leur première maison, construite par Dubois et Associés. » Je laissai le silence peser. Il continua plus lentement. « Chaque fois que je leur rends visite, je me demande ce qu'il y a derrière ces murs. Ce qui pourrait céder quand l'enfant coura dans le couloir, sa voix se brisa une fois. « Je n'en peux plus. »« Tu n'as pas à porter ça seul, répondis-je. Donne-moi tout. Les noms, les dates, ce que tu as signé et pourquoi. Laisse-moi finir ce que tu n'as pas pu arrêter. » Un long silence. « Demain. »
Même brasserie, 7 heures, clic. Pas de menaces, pas de promesses, juste la culpabilité d'un homme qui décidait enfin d'arrêter de se cacher. Le lendemain, Dominique était déjà là, même banquette, même café. Mais cette fois, il n'avait plus l'air hésitant. Il avait l'air prêt. Pas de bavardage, pas de menu. Il fit glisser un carnet usé sur la table, ses pages gonflées de copies, de coupures, de notes serrées. « Ça fait 15 ans que je fais ça, dit-il. Pas seulement pour Dubois, pour une demi-douzaine d'entreprises. Mais Grégoire, c'est le pire. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il porta sa tasse à ses lèvres. Il pousse toujours plus loin. Il veut cacher davantage, risquer plus gros, parce qu'il n'a jamais payé pour rien. « Et Hélène ?» demandai-je. Il leva les yeux, surpris. « Ta femme travaille pour lui, c'est son assistante. C'est elle qui gère les dossiers. » Il se renversa en arrière, expira. « Alors oui, elle sait. Peut-être pas toutes, mais assez. C'était la confirmation que je redoutais. » Mais au lieu de m'abattre, elle balaya les derniers doutes. « Qu'est-ce qui a changé ?» demandai-je. « Mon petit-fils, répondit-il sans hésiter. La semaine dernière, je l'ai vu ramper sur le sol, et je me suis demandé si le plafond au-dessus de son berceau tiendrait. Il me regarda droit dans les yeux. « Je veux que ça cesse, et je veux t'aider à y mettre fin. » Je hochai lentement la tête. Pour la première fois, je le sentis. Pas seulement la colère, pas seulement le plan, mais la justice qui prenait enfin forme. Quand je quittais la brasserie, le carnet et la clé USB étaient rangés dans la boîte à gants de mon camion. Je ne me pressais pas. Je roulais jusqu'à un parking isolé près du tribunal, restais quelques minutes à fixer le tableau de bord. Puis j'appelai Éric Dumas au bureau du procureur de la République. « Tu as quelque chose pour moi ?» demanda-t-il. « J'ai tout. » Nous nous retrouvâmes plus tard dans un lieu neutre. Pas de traces écrites, poste de signature. Je lui remis le dossier et la clé. Éric les ouvrit, feuilleta quelques pages. Ses yeux se plissèrent. « Bon sang, souffla-t-il. C'est plus clair que la plupart des audits internes. » Je ne souris pas. « Dominique est à bout. Il n'est pas prêt à témoigner, mais il confirmera si nécessaire. » Éric referma le dossier. « Je vais faire remonter ça discrètement. » « Niveau national uniquement, dit Éric. On ne fait plus confiance aux canaux locaux. »« Intelligent, répondis-je. »« Tu te rends compte, ajouta-t-il, si ça bouge, Grégoire le sentira. Et quand il s'en apercevra, il viendra te chercher. » J'hochai la tête. C'est ce que j'attends, car désormais, je n'étais plus seulement Jacques Moreau, l'homme dont la femme l'avait trompé. J'étais celui qui tenait l'allumette au-dessus de l'empire de mensonges bâti par Grégoire Dubois. Et j'étais prêt à l'enflammer. Je savais que Grégoire finirait par le sentir, mais je n'imaginais pas que ce serait si vite. 4 jours après avoir remis le dossier à Éric, j'arrivais de bonne heure devant la vieille maison, le soleil à peine levé. Les outils encore rangés, mais la porte d'entrée battait au vent. Je sus aussitôt que la serrure avait été forcée. Les moulures que j'avais sculptées pendant des heures étaient éclatées. Le plâtre arraché, les fenêtres fracassées de l'intérieur. Tout avait été mis à sac, chaque meuble arraché. De la peinture renversée sur le sol comme du sang. Mon lit de camp éventré en 2. Ce n'était pas un simple vandalisme. C'était personnel. C'était un avertissement. Je me tenais au milieu du carnage et je ne ressentis rien. Ni colère, ni peur. Juste une clarté froide et nette. J'appelai la police, fis une déclaration, puis j'appelai Éric. « Ils savent, lui dis-je. » Il n'eut pas l'air surpris. « Ils ripostent, dit-il. Eh bien, moi, j'avance. L'après-midi même, j'installais des caméras partout, intérieures et extérieures. Je renforçais les serrures, consolidais les portes. Puis je fis 2 autres appels à des gendarmes hors service en qui j'avais confiance. Ils acceptèrent de surveiller les lieux par roulement. Cela grignota mes économies, mais je ne bâtissais plus cette maison pour le profit. Je la bâtissais pour la guerre. La nouvelle du vandalisme circula vite. Dans une ville moyenne comme Lyon, pas besoin d'Internet pour que tout se sache. Le bouche à oreille va plus vite que la fibre. À la fin de la journée, la moitié des artisans que je connaissais en avaient entendu parler. Certains vinrent juste pour constater de leurs propres yeux. Lilian arriva le premier. Il parcourut les décombres sans un mot, la mâchoire crispée. Puis il se tourna vers moi. « On va la reconstruire, en mieux cette fois. » Nicolas apporta des fournitures de plomberie qu'il ne me fit pas payer. David, de l'équipe électrique, proposa de refaire tout le câblage gratuitement si j'achetais des matériaux. Des gars que je n'avais pas vus depuis des années débarquèrent avec leurs vieilles camionnettes rouillées, les ceintures à outils déjà accrochées.
Pas pour l'argent, pas pour le mérite, mais parce qu'ils en avaient assez d'avoir peur de Dubois, assez qu'on leur dise de se taire et d'encaisser. À la fin de la semaine, la maison avait meilleure allure que jamais. Plus rapide, plus propre, plus solide. Grégoire pensait envoyer un message en la détruisant. Il l'avait fait, mais pas celui qu'il voulait, car désormais, je ne construisais plus seul et il ne combattait plus seulement moi. C'était un jeudi soir quand elle apparut. La maison était silencieuse. La lumière dorée de la fin du jour se déversait par les nouvelles fenêtres, illuminant les moulures fraîches, les sols polis, les rampes étincelantes. J'étais dans la chambre principale, en train de mesurer pour les corniches, quand j'entendis la porte d'entrée grincer. Je saisis un marteau, par précaution, puis je la vis. Hélène. Debout dans le couloir, une main effleurant le mur, comme si cela avait encore du sens pour elle. « C'est donc ici que tu disparaissais, dit-elle doucement. J'ai dû demander en ville pour trouver l'adresse. Je ne bougeais pas. Je la regardais seulement. Elle paraissait impeccable, maîtrisée. Mais ses yeux la trahissaient, quelque chose de fragile derrière, une fissure. Je voulais voir, continua-t-elle, voir ce qui comptait plus que de rentrer à la maison. Je désignais la pièce d'un geste. Tu le vois, elle s'avança lentement, ses doigts glissant sur la rambarde que j'avais moi-même façonnée. « C'est magnifique, murmura-t-elle. J'avais oublié à quel point tu étais talentueux. »« Merci, répondis-je d'une voix plate. Pourquoi es-tu vraiment là, Hélène ?» Elle se retourna, ses yeux remplis d'un mélange étrange. Du regret ou bien du calcul, peut-être les deux. « Grégoire m'a demandé en mariage, dit-elle. Les mots tombèrent comme une lame glacée. Je ne bronchais pas. « Félicitations. » Elle me fixa longuement, genre... « Je ne lui ai pas encore donné de réponse, ajouta-t-elle. Je hochai la tête, refusant d'entrer dans son jeu. C'est entre toi et Grégoire. Ses lèvres tremblèrent, la frustration passa dans ses yeux. Ce n'est pas comme tu crois, dit-elle en s'approchant. Ça s'est juste produit. Non, répondis-je calmement. Ça ne s'est pas produit. Tu as fait des choix. Des dizaines, des centaines de petits choix. Elle cligna des yeux, puis répliqua sèchement. Comme acheter cette maison sans me le dire? Comme lancer une affaire derrière mon dos? J'eus presque un rire amer. Je ne dors pas avec cette maison, Hélène. Je reconstruis quelque chose de réel. Un avenir auquel je peux faire confiance. Ses yeux se durcirent. Alors c'est fini? 10 ans comme ça, effacés d'un coup? Ce n'est pas moi qui ai renoncé, dis-je doucement. C'est toi, le soir où tu es entré dans ce bureau. Elle s'approcha encore, trop près. Son parfum m'assaillit, cher, pas le sien. Certainement un cadeau de Grégoire. On pourrait recommencer, murmura-t-elle. Je pourrais lui dire non. On pourrait réessayer pour Émilie. Un instant, je faillis céder. Les souvenirs revenaient, les repas de famille, les rires, le sourire de notre fille. Mais aussitôt les mensonges, les silences, ce rouge à lèvres à 2 heures du matin me revinrent en mémoire. Je secouai la tête. Non, je ne serai pas ton plan de secours. Son visage changea. Une peur passa dans ses yeux. Tu le regretteras, dit-elle d'une voix basse et dure. Quand je serai Madame Grégoire Dubois dans une villa au bord du lac, et que toi tu traîneras encore de la sueur dans ton camion. Je hochai lentement la tête. Mieux vaut de la sueur honnête que du marbre malhonnête. Elle ricana. Tu te crois juste et propre? Mais toi aussi, tu caches des choses. Je fis un pas vers elle, la voix posée. Grégoire est-il déjà au courant de l'enquête de l'État? Ses yeux se figèrent. Quelle enquête? Murmura-t-elle. Celle sur Dubois NC, les fraudes, les permis falsifiés, les matériaux de substitution, les comptes truqués. Elle secoua la tête, reculant. Tu mens. Je ne bougeais pas. Non, Hélène, j'ai juste arrêté de faire semblant. Tu n'oserais pas, dit-elle d'une voix tremblante. Tu ne détruirais pas tout. Je n'ai rien à détruire, répondis-je. C'est lui qui s'en est chargé. Et toi, tu l'as aidé. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Rentre chez toi, ajoutai-je. Et si tu réfléchis encore à ces fiançailles, tu devrais peut-être consulter un avocat d'abord. Je repris mes outils. Elle partit sans un mot, laissant derrière elle un silence où quelque chose s'effondrait. 2 jours plus tard, je déjeunais avec Thierry, un vieil ami devenu inspecteur départemental. On parlait de tout et de rien, quand soudain le restaurant se figea. Pas besoin de lever les yeux, je savais. Grégoire Dubois venait d'entrer au bistrot de la place Bennett.
Son costume était froissé, ses yeux cernés. Il garda ce sourire suffisant, mais il sonnait creux. Il marcha droit vers notre table. « Mathieu, dit-il d'une voix tendue, il faut qu'on parle. » Thierry se leva à moitié, mais je posai une main sur son bras. « Ça va, dis-je, c'était inévitable. » Grégoire tira une chaise sans demander et s'assit lourdement. « Je ne sais pas à quoi tu joues, cracha-t-il, mais ça s'arrête maintenant. » Je bus une gorgée de café, calme. « Drôle, répondis-je. J'allais dire la même chose. »« J'ai construit cette ville, rugit-il. J'ai des amis que tu ne peux même pas imaginer. » Je me penchai légèrement. « Est-ce pour ça que tu as envoyé quelqu'un détruire mon chantier? Ou bien c'était ton petit message personnel? » Sa mâchoire se crispa, ses yeux vacillèrent. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Bien sûr que si, dis-je doucement. Tout comme tu sais pour l'enquête, et tout comme tu sais que ton empire s'écroule. » Il m'attrapa par la chemise et me tira brutalement vers lui. « Espèce de salaud! » Je ne bronchais pas. « Vas-y, frappe-moi. Ajoute une accusation d'agression à la liste. » Il resta figé. Tout le bistrot le regardait. Puis il me lâcha, se leva d'un bond et grogna. Ce n'était pas fini. « Non, dis-je en ajustant mon col, ce n'est que le début. » Tout commença par un article. Première page du Gazette de Lyon. L'État ouvre une enquête pour fraude contre Harrison & Co. Je n'avais rien divulgué, pas besoin. Greg s'était fait trop d'ennemis. Il suffisait que l'un d'eux craque l'allumette. En quelques jours, des inspecteurs de l'État envahirent une demi-douzaine de chantiers. Les entrepreneurs furent interrogés, les 13 papiers exhumés, et il s'avéra que les permis n'étaient qu'un début. Pots de vin, faux comptes, irrégularités fiscales. Même le fisc voulait sa part du gâteau. J'observais tout cela depuis le perron de la vieille maison victorienne. Une tasse de café noir à la main, les moulures fraîchement peintes séchant au soleil. Puis on frappa à ma porte. Pas la police, Hélène. Elle avait le teint livide, les yeux creux. Elle me montra le journal sans dire un mot. « Ils sont venus au bureau, murmura-t-elle. Ils ont tout pris. Les ordinateurs, les dossiers. Même moi, je ne l'invitais pas à entrer. « Qu'est-ce que tu leur as dit? » demandai-je. « Que je ne savais rien. Que je ne faisais qu'exécuter des ordres. » Et c'était vrai, dis-je. Elle ne répondit pas. Elle fixa simplement la maison qu'elle avait autrefois méprisée. « Tu savais, dis-je d'une voix basse. Peut-être pas tout, mais assez. » Elle ferma les yeux et pour une fois, ne nia pas. Une semaine plus tard, la dernière couche de peinture séchait dans le couloir de l'étage. Les sols brillaient, les luminaires étincelaient. Chaque clou, chaque carreau, chaque planche, je les connaissais par cœur. La maison était terminée. Je parcourus les pièces ce soir-là. Pas de musique, pas de distraction, seulement mes pas résonnant doucement dans ce qui avait été autrefois une ruine. Le soleil couchant inondait les fenêtres, peignant les murs d'or. Ce n'était plus un simple travail, c'était devenu une vérité. Pendant ce temps, le monde de Hélène s'effondrait. Greg avait été inculpé, fraude, conspiration, évasion fiscale. On l'avait menotté au bureau sous l'œil des caméras. Les chaînes d'infos stationnaient comme des vautours. Hélène perdit son emploi le même jour. L'avocat de Greg la cita nommément, l'accusant d'avoir traité les documents. Je n'éprouvais ni vengeance ni triomphe, rien du tout. Nous nous croisâmes une fois, par hasard, à l'épicerie. Elle paraissait plus maigre, épuisée. « Ce n'est pas comme ça que je l'avais imaginé, » dit-elle simplement. Je hochai la tête, parce que c'était pour elle, pour Greg, pour tout ce qui avait été bâti sur des raccourcis et du silence. Moi, j'avais une maison, un nom que l'on respectait de nouveau, et bientôt, un acheteur. Je n'étais pas pressé de vendre. Pas d'annonce, pas de photos. Je laissais le travail parler, et il parla. Un après-midi, une berline noire s'arrêta devant. L'homme qui en descendit portait des bottes virées et un blazer qui valait probablement plus cher que mon premier camion. « Jacques Moreau ?» demanda-t-il en me tendant la main. « Charles Whitmore. Oh, j'ai entendu dire que vous êtes celui qui a ressuscité cette maison. » Je lui fis visiter, pièce après pièce. Pas besoin d'exagérer. Juste la vérité. À la fin, il resta sur le perron, contemplant le quartier. Puis, il se tourna vers moi. Je restaure une douzaine de demeures sur le vieux domaine de Montclair, des propriétés historiques, du vrai travail. Et j'ai besoin d'un homme qui ne triche pas. Il me tendit sa carte. J'en ai vu des rénovations, dit-il, mais ça c'est autre chose. Le soir, je m'assis seul dans le salon achevé, au même endroit où autrefois le verre brisé craquait sous mes bottes.
À présent, ça sentait le pain frais et la peinture neuve. Pas de toast, pas de fête, seulement le silence. Et ce poids qui se détachait morceau par morceau. Je fis mes bagages en silence, peu de choses, mes outils, des papiers, quelques affaires pour Émilie. Tout le reste pouvait rester. La maison était sous contrat, le double de ce que j'y avais investi. De quoi acheter plus petit, plus proche de l'école d'Émilie. De quoi recommencer. Ce soir-là, Hélène m'attendait devant la maison à mon retour. Émilie était chez une amie pour la nuit. Ce n'était pas un hasard. « Tu pars », dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui. Pour aller jouer à la petite famille avec ta nouvelle copine. Ce n'est pas à cause d'elle, répondis-je. C'est à cause de toi. Sa voix se brisa. Tu avais tout prévu depuis le début. Non, dis-je calmement. Je survivais, et quelque part, en reconstruisant, j'ai compris que je n'avais pas besoin que tu viennes avec moi. Elle s'avança d'un pas. Tu ne peux pas simplement prendre Émilie. Je ne la prends pas, répondis-je calmement. Mais je ne la laisserai pas non plus. Nous trouverons un arrangement. Elle détourna les yeux, cligna rapidement des paupières. Et nous? Demanda-t-elle d'une voix cassée. Je la regardai droit dans les yeux. Il n'y a plus de nous, Hélène. Plus maintenant. C'est toi qui as détruit cela bien avant que je recommence à vivre. Elle resta muette. Je n'offris aucun réconfort. Certaines fins méritent le silence. L'acte de vente fut signé un vendredi ensoleillé. Un jeune couple venu de Bretagne parcourut la maison comme un sanctuaire, caressant les murs que j'avais poncés, admirant les fenêtres que j'avais restaurées de mes mains. « Je n'arrive pas à croire à quel point cette maison est solide, » dit le mari. Je souris. « Elle l'est. Elle est construite sur la vérité maintenant. » Quand ils partirent, les clés en main, je restais sur le perron, au même endroit où j'avais autrefois regardé Hélène s'éloigner, là où j'avais cru avoir tout perdu. Cette fois, je me sentais léger. Pas réparé d'un coup, pas guéri, mais tourné vers l'avant. Avec le bénéfice, j'achetai une petite maison près de l'école d'Émilie. 3 chambres, une rue tranquille, un jardin suffisant pour y planter des tomates. Je transformai le garage en bureau pour ma nouvelle entreprise, Restoration Morgan. 2 ouvriers de confiance vinrent à plein temps. Le téléphone se mit à sonner. Les gens voulaient du travail fait à l'ancienne. Pas de raccourcis, pas de mensonges. Certains venaient même parce qu'ils connaissaient de mon histoire. Pas les rumeurs, la vérité. Et j'étais enfin prête à la raconter. Pas pour me venger, mais pour laisser une trace. Elle s'appelait Claire Bennett, architecte d'intérieur sur le projet Montreuil. Un regard sûr, des mains stables. Elle ne parlait pas pour remplir le vide. J'aimais ça. Nous travaillâmes côte à côte pendant des semaines. Moi avec le bois, elle avec la lumière. Elle posait des questions, jamais avec orgueil. Un soir, alors que nous restions stars sur le chantier, elle arrangeait des échantillons de tissu tandis que je taillais une moulure. Elle leva les yeux. « Tu as déjà pensé à construire quelque chose juste pour toi? » Je marquai une pause. Je croyais le faire. Elle sourit doucement. « Non, pas pour prouver quelque chose. Pas pour te défendre. Juste parce que ça t'apporte la paix. » Je ne répondis pas, mais j'y pensais des jours durant. Nous commençâmes à prendre un café après les visites de chantier, puis un dîner. Pas d'attente, pas de faux semblants, juste une présence calme. Elle ne tenta pas de me réparer, je n'avais pas besoin de la sauver. Et dans cet espace dépouillé de masques, quelque chose de vrai prit racine. Pas un remplacement, un commencement. Une nuit, le téléphone sonna après minuit. Émilie dormait. Claire était déjà partie. J'hésitais à décrocher, mais le numéro m'était familier. Jacques. Sa voix tremblait. Je ne savais pas à qui d'autre parler. Hélène. Elle sanglotait à travers le combiné. J'ai fait une erreur. Je croyais que Guillaume m'aimait. Il m'avait promis une nouvelle vie. Mais dès que tout s'est effondré, il m'a rejeté. Son avocate a dit à la presse que j'étais la fraude. Je gardais le silence. Brighton. Tu me crois, n'est-ce pas? Tu sais que je n'ai pas voulu te blesser. Je me suis laissé entraîner. Sa voix devint suppliante. Je regrette, Jacques, je regrette tout. On pourrait essayer encore pour Émilie. Je peux changer. Je laissais les mots flotter. Puis je dis, calme et clair, tu ne regrettes pas moi. Tu regrettes celui que j'étais quand tu avais encore le contrôle. Un sanglot secoua sa poitrine. Hélène, je t'ai pardonné depuis longtemps, mais je ne reviendrai pas. Tu m'aurais laissé aller en prison. Ce n'est pas moi qui t'y ai mise. Ce sont tes choix, comme les miens m'ont conduit ici.
Elle resta muette. Je ne dis pas au revoir. Je raccrochai simplement et retournai dormir. 6 mois après l'arrestation de Guillaume, le département annonça un audit complet de tous ces chantiers de la dernière décennie. Trop de maisons construites à la va-vite, trop d'angles coupés. Les gens avaient peur, des familles avec des enfants, des couples âgés qui croyaient que leur maison de rêve était sûre. Le département s'associa à l'État pour réparer les dégâts. Le financement viendrait des biens saisis à Grégoire, mais il fallait des mains, de vraies mains. C'est à ce moment que j'ai reçu l'appel. « Monsieur Moreau, dit l'agent officiel, votre nom revient souvent. Vos clients parlent de vous avec respect, les inspecteurs aussi. » Ils ne me demandaient pas seulement de construire. Ils me demandaient d'aider à effacer la pourriture que Grégoire avait laissée dans cette ville. Je n'ai pas hésité. Je le ferai, mais à ma manière. Pas de raccourci, pas de politique. Elle sourit au téléphone. C'est exactement pour cela que nous vous appelons. Dès la fin de la semaine, Moreau Restoration faisait partie des 5 entreprises sélectionnées. Nous ne reconstruisions plus seulement des maisons, nous reconstruisions la confiance. Et cette fois, nous la bâtissions pour durer. Le premier lundi pluvieux, l'équipe arriva. Jeune, vert, certains à peine sortis de l'école professionnelle. D'autres cherchaient juste une seconde chance. Ils m'appelaient « Monsieur », ne sachant pas trop comment me parler. Mais je n'étais pas là pour aboyer des ordres. J'étais là pour leur enseigner ce que personne n'avait appris à Grégoire. Pas seulement poser une moulure, mais la vérifier 2 fois. Pas seulement couler une fondation, mais être fier d'y poser ses pieds. Je leur ai dit, un bon travail ne se cache pas, ils tiennent debout. Un jeune Marc observait chacun de mes gestes, silencieux, concentré. Il me rappelait moi à 20 ans, avant les erreurs. Un jour, il m'a demandé, « Pourquoi ça compte autant pour vous? » Ce n'est que du placo. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas que du placo quand un bébé dort dessous. Ce ne sont pas que des clous quand la tempête arrive. On construit pour que ça tienne bien après nous. Il a hoché la tête sans rien dire. Mais le lendemain matin, il était le premier sur le chantier, maître ruban en main. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne reconstruisais pas seulement des maisons. Je transmettais quelque chose, un samedi, sans chantier, juste nous. Émilie était dans le jardin, cheveux attachés, salopette tachée de peinture. Nous fabriquions une petite cabane à oiseaux, rien de sophistiqué, juste du bois de récupération et quelques clous. « Pourquoi les oiseaux ont-ils besoin d'une maison ?» demanda-t-elle en tenant une planche. J'ai souri. « Pour la même raison que nous, un endroit sûr, un endroit où revenir. » Elle a hoché la tête comme si c'était une évidence. Le soleil était doux. Claire est sortie avec de la limonade, a embrassé le haut de la tête d'Émilie, et pendant un instant, le monde était immobile. Pas calme parce qu'il manquait quelque chose, mais calme parce que tout était enfin à sa place. J'ai regardé ma fille, forte, réfléchie, innocente dans le meilleur sens du terme. Elle avait vu et entendu ce qu'aucun enfant ne devrait. Mais maintenant, elle avait la stabilité, une structure, un amour qui n'avait pas besoin de crier pour exister. « On peut la peindre en jaune, papa? » « Bien sûr, ai-je dit. Comme tu veux. Parce que nous ne colmations plus le passé. Nous construisions vers l'avenir, ensemble. Les gens me demandent toujours, « Est-ce que ça en valait la peine? » Le silence, le chagrin, les nuits passées sur un vieux lit de camp, les mains ensemble. Oui, chaque clou, chaque vérité, chaque choix de ne pas répondre à la haine par la haine, mais par le travail. Je n'ai pas détruit le monde de Grégoire. C'est lui qui a allumé l'allumette. Moi, j'ai juste refusé d'éteindre l'incendie à sa place. Léna n'a pas fini en prison. Probation, travaux d'intérêt général et surtout un miroir froid de ce qu'elle était devenue. Et moi, j'ai construit une entreprise, une réputation, un foyer. Plus important encore, j'ai construit la paix. Pour ma fille, pour moi et pour chaque famille qui avait un jour fait confiance à des gens comme Grégoire. Ce n'est pas une histoire de trahison. C'est une histoire de ce que l'on fait après. On n'a pas besoin d'être le plus bruyant ou le plus en colère. On a juste besoin de continuer à construire honnêtement, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Parce qu'un jour, les gens finissent par le voir. Et quand ce jour arrive, on n'a plus besoin de vengeance. On a déjà tout ce qui compte vraiment,